Alors, par rapport au chapitre 2, donc il nous restait un exercice à traiter. Alors, je préfère le laisser pour le cours en présentiel et attaquer donc la suite. Donc là, aujourd'hui, on va aborder le chapitre 3. Donc, on va terminer avec le chapitre 2. Il y a quelques parties qu'on ne traitera pas. Donc, si vous êtes intéressé de voir le contenu, notamment concernant la DSL, concernant la téléphonie MIC, donc vous pouvez lire ces parties. Aussi concernant aussi le câblage. Donc, je vous invite à lire cette partie du cours, hein, mais on n'aura pas le temps de traiter ça dans le programme de cette année, vu justement le nombre de séances limité. Alors, par rapport au chapitre 3, donc, il va concerner la couche 2 du modèle OSI, c'est-à-dire la couche liaison. Donc, tout ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, donc, ça concernait la couche 1, la couche physique, c'est-à-dire au niveau signal, que ce soit codage, que ce soit multiplexage, que ce soit tous les aspects qu'on a vus. Donc, c'est réalisé par la couche physique. Donc là, on va voir dans ce chapitre qu'est-ce qui est réalisé au niveau de la couche 2, c'est-à-dire la couche liaison. Alors, petit rappel sur les fonctionnalités de la couche liaison. Donc, on avait parlé de ça au niveau du chapitre 1, lorsqu'on avait parlé du modèle OSI, on avait énuméré le rôle de cette couche-là. Donc, on va revoir rapidement ce que fait cette couche. Donc, on me dit la couche liaison de données fournit les moyens fonctionnels pour faire communiquer deux machines voisines reliées par un canal de transmission. Alors, rappelle que la couche liaison, c'est la procédure ou le protocole de communication qui va assurer le transfert de données entre deux équipements voisins, c'est-à-dire directement raccordés par un câble. Donc, la machine destinataire n'est pas forcément la fin de la communication. Ce n'est pas elle qui doit recevoir la donnée. Donc, peut-être qu'elle n'est qu'un intermédiaire. Donc, il y a le protocole de liaison, il cherche simplement à envoyer la donnée vers le prochain voisin, quitte à celui-là, en utilisant le routage au niveau de la couche 3, à relayer l'information vers d'autres voisins jusqu'à faire parvenir la donnée vers le destinataire. Donc, le protocole de liaison, le rôle KO, c'est envoyer donc une donnée vers le prochain voisin auquel je suis relié. Alors, pour ce faire, le protocole qui doit être utilisé doit établir une connexion. C'est une connexion logique. Pour établir une communication, il faut d'abord qu'il y ait une connexion physique qui est réalisée au niveau de la couche 1, c'est-à-dire la couche physique, d'abord une connexion physique. Une fois que la connexion physique au niveau signal est établie, il faut établir d'autres niveaux de connexion, parmi lesquels, en tout cas la première connexion logique qui est réalisée, elle est faite au niveau de la couche liaison entre deux voisins. C'est-à-dire avant d'échanger des données, il faut d'abord que les deux équipements soient d'accord pour établir une connexion logique en utilisant des commandes. C'est-à-dire que le protocole doit intégrer des commandes spéciales qui permettent de se connecter, d'échanger des données et de rompre la connexion. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici, gestion de la liaison, établir, maintenir et libérer une connexion logique. Acheminement des données sur la liaison physique et une interface de service est donc offerte à la couche réseau. Donc, la couche liaison, c'est, si vous voulez, la couche qui vient juste après la couche réseau. La couche réseau, c'est celle qui va générer le paquet, qui va régler le problème de routage. Lorsque le paquet arrive au niveau de la couche liaison, donc, je dois gérer ce paquet-là. Je le gère comment? En créant une nouvelle structure qu'on appelle la trame. Donc, le paquet est récupéré de la couche réseau, il est encapsulé dans une nouvelle enveloppe qu'on appelle la trame. La trame va rajouter d'autres informations. Parmi ces informations, il y a les adresses physiques que je rajoute pour identifier éventuellement la source et la destination, plus une redondance. C'est quoi cette redondance? C'est une donnée supplémentaire que je calcule à partir du contenu de la trame pour pouvoir le protéger. C'est-à-dire,
vérifier éventuellement s'il y a des erreurs de transmission. Et donc, si des erreurs ont été détectées, demander éventuellement à retransmettre et voir, corriger si j'ai la possibilité de corriger. Alors, troisième point, supervise le fonctionnement de la transmission et définit la structure syntaxique des messages, la manière d'enchaîner les échanges selon un protocole normalisé ou non. Elle détecte et corrige, si possible, les erreurs de transmission. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Dernier point, contrôle de flux pour réguler la quantité de données échangées et éviter la saturation du récepteur qui peut être lent par rapport à l'émetteur. Donc, quand vous envoyez des données entre deux machines voisines, il se peut que l'une d'elles ne soit pas soit un peu surchargée par rapport à l'autre. Donc, le protocole que je dois implémenter doit justement intégrer des commandes là aussi qui permettent à l'une de dire à l'autre, voilà, tu arrêtes, tu vas trop vite, tu m'envoies trop de données, et je n'ai pas le temps de traiter toutes ces données-là. Donc, le protocole de liaison doit aussi permettre de réguler le flux entre ces deux équipements, c'est-à-dire des commandes spécifiques qui permettent de paramétrer justement le flux de données entre ces deux stations. Alors, rappel donc que la structure qui est échangée entre deux machines voisines est appelée trame, c'est-à-dire au niveau 2. Cette trame-là encapsule le paquet, qui est la structure qui est récupérée de la couche supérieure de la couche réseau. Donc, le paquet, quand je le récupère, je vais l'envelopper en rajoutant un en-tête qui va contenir des données de service, qui m'a les adresses physiques, et éventuellement d'autres informations, et un en-queue. Alors, un en-queue, c'est la redondance. C'est ce que je vais calculer à partir du paquet, des données du paquet, plus l'en-tête. Je calcule une donnée supplémentaire que je rajoute à la fin. Et à l'arrivée, donc, je vais recalculer cet en-queue pour voir éventuellement si la trame a été entachée d'erreurs lors de la transmission. Donc ça, c'est le principe de l'élaboration de la structure de trame. Alors, l'une des grandes fonctionnalités de la couche 2, la couche liaison, c'est de pouvoir détecter et éventuellement corriger. C'est-à-dire au moins détecter. Quand on dit détecter, c'est-à-dire signaler que la trame contient des erreurs. Alors, corriger, c'est un peu plus fort, c'est-à-dire détecter, mais aussi localiser les bits qui sont erronés. C'est-à-dire, si j'arrive à dire quels sont les bits qui sont erronés, je pourrais les corriger en inversant leur valeur. Mais on demande au moins que la méthode qui est implémentée permette déjà de détecter. Donc, c'est le minimum. Donc, combien les erreurs sont inévitables. C'est-à-dire que sur une séquence de bits que vous allez envoyer, vous allez trouver qu'il y a quelques-uns qui sont inversés à l'arrivée. Alors, le phénomène d'erreur, l'occurrence d'erreur, elle est rare. C'est-à-dire elle n'est pas si fréquente que ça. C'est-à-dire que j'envoie 100 000 sur 100 000 bits, je peux trouver un ou deux bits qui sont erronés. Donc là, on vous dit le taux d'erreur moyen d'une liaison est de l'ordre de 10-5 à 10-8. OK, c'est-à-dire que sur 10-5, ça vous fait 100 000. Donc sur 100 000, vous pouvez trouver un bit qui est erroné. Voire jusqu'à, sur certaines liaisons très très fiables, qui va la fibre optique, ça peut monter jusqu'à 10.8, c'est-à-dire 10 millions, voire 100 millions, vous avez un bit qui est erroné. Mais lorsque avec le bit il est erroné, ça peut avoir des conséquences très graves. C'est-à-dire si vous avez un fichier que vous transmettez sur le réseau, et il suffit qu'il y ait un bit qui est erroné pour que le fichier devienne invalide et que vous ne pouvez pas l'ouvrir, surtout si le fichier est un fichier exécutable. Donc, il est nécessaire de fiabiliser, de sécuriser la ligne contre les erreurs. Parce que si vous avez des données critiques à envoyer, elles peuvent être totalement perdues. Alors, on avait dit que les erreurs pouvaient être dues à différents phénomènes. Hein. Donc, on avait parlé des bruits aléatoires, aussi des équipements intermédiaires. Donc, tout l'environnement qui entoure les câblages ou les supports peut induire justement
des erreurs de transmission. Alors, les méthodes de protection contre les erreurs, donc on les a classées en deux grandes classes, les méthodes de détection et les méthodes de correction. Quand on parle de détection, c'est simplement donc la possibilité de dire qu'il y a des erreurs au niveau de la trame. Et dans ce cas-là, je n'ai la possibilité que de demander à l'émetteur de réémettre la trame. C'est-à-dire, si je détecte qu'il y a une erreur, sans pouvoir la localiser, je vais envoyer un ACK, un accusé de réception à l'émetteur pour lui dire ta trame, elle est erronée, veux-tu me la renvoyer? Maintenant, si je suis capable de localiser, à la rigueur, je n'ai plus besoin de demander à l'émetteur de retransmettre. Je la corrige moi-même sur place. Alors, vous allez me dire peut-être pourquoi on va pas toujours utiliser des méthodes de correction, puisque a priori, ça nous permet de gagner du temps et d'éviter justement la retransmission, c'est que le coût de la détection n'est pas le même que le coût de la correction. C'est-à-dire, si vous voulez corriger des erreurs, il vous faut justement une méthode plus complexe. Il y a un coût. Alors, cette méthode complexe va impliquer que la redondance que vous allez rajouter va être 10 fois, voire 20 fois plus importante que la redondance que vous rajoutez dans la détection. Maintenant, si vous voulez détecter, vous pouvez rajouter simplement 2 octets. Si vous voulez corriger, vous devez rajouter jusqu'à 200 ou la 100 octets à votre trame. Et ça c'est important, voilà. Parce que l'erreur, elle n'est pas si fréquente. C'est-à-dire que peut-être sur 100 trames ou la 1000 trames que vous envoyez, peut-être 3 ou la 4 vont être entachées d'erreurs. C'est-à-dire que 99% des trames vont arriver sans erreur. Alors, pourquoi mettre une méthode très complexe qui va rajouter de la redondance, sachant que peut-être la redondance ne va servir à rien. Donc, dans la majorité des transmissions, on va favoriser donc des méthodes de détection parce qu'elles ont un coût largement moins important que les méthodes de correction. Parce que si vous rajoutez beaucoup de redondance, vous allez aussi consommer de la bande passante. Donc, vous allez aussi retarder les transmissions. Donc, c'est un compromis à trouver. Bon, on n'a pas toujours utilisé les redondances. C'est-à-dire, lorsque les réseaux ont été développés dans les années 70, on a utilisé d'autres méthodes de base. Et parmi les premières méthodes qu'on a implémentées, c'est la méthode de vérification par répétition. Donc, la méthode de vérification par répétition, donc, elle consiste à quoi? Elle consiste à dupliquer le message qui est envoyé. C'est lorsque vous envoyez une trame, vous envoyez en fin de compte un certain nombre de copies de cette trame-là, au minimum 2. Et donc, le récepteur, lorsqu'il reçoit ces copies de trames, il va les comparer. Donc, s'il trouve que les trames sont identiques, il dira qu'il n'y a pas d'erreur. S'il trouve éventuellement une trame qui est différente des autres, il va essayer d'éliminer une majorité. Maintenant, 7 trames qui ont été envoyées, 7 copies de la trame, peut-être qu'il va trouver 3 trames qui sont différentes et 4 trames qui sont identiques. Donc pour lui, la majorité, c'est forcément les 4 trames. Donc c'est celle-là qui est considérée comme la trame qui est correcte. Donc cette méthode, en général, elle est efficace, c'est-à-dire qu'elle permet de trouver toujours la trame qui a été envoyée par l'émetteur. Pourquoi? Parce que qu'on a l'incidence de l'erreur, elle reste rare, c'est-à-dire que le risque que toutes les trames soient erronées est très très faible, quasi nul. Donc j'ai toujours une majorité qui se dégage par rapport au nombre de copies que j'envoie. Simplement, elle n'est pas efficace. C'est-à-dire que si vous devez dupliquer chaque trame avec un certain nombre, là aussi, vous allez consommer énormément de bandes passantes et vous allez retarder les transmissions vers les trames qui suivent. Donc, elle a été rapidement abandonnée. Est-ce que c'est clair pour cette première approche? Monsieur, Oui. donc dans ce cas-là, on peut avoir un message erroné dans toutes les trames. On ne va pas le remarquer. Oui, mais ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'erreur, elle reste rare. C'est-à-dire que la probabilité pour que les 7 rames que tu envoies soient tous erronés est quasi nulle. C'est-à-dire, il y a une probabilité, c'est-à-dire le taux d'erreur, c'est-à-dire reste un phénomène très rare. Sur 100 000 bits que tu envoies, tu as un bit qui est erroné. Ça peut monter
monter jusqu'à, dans certains de câblage, jusqu'à 100 millions. Sur 100 millions de bits que tu envoies, tu as un bit qui est erroné. Donc, la probabilité pour que tu aies les 7 rames camel qui vont contenir des zéros, c'est une probabilité très très faible, voire nulle. OK. Donc, lorsque tu envoies plusieurs copies, c'est très rare que tu as plus d'une trame qui soit erronée, qui soit entachée d'erreur. Donc, ça reste efficace comme approche. Le seul problème, c'est que indique le coût c'est-à-dire qu'elle va forcément consommer énormément de bande passante parce que tu vas envoyer la même donnée plusieurs fois et tu vas retarder aussi les prochaines trames. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, monsieur, merci. Alors, il y avait aussi une autre approche qui reste quand même utilisée dans certains cas, c'est la méthode Ecoplex. Alors, dans Ecoplex, il y a le mot écho, que vous connaissez tous, c'est-à-dire le renvoi. Donc, le principe, c'est que lorsque j'envoie une trame, le récepteur va envoyer une copie de cette trame. C'est ce qu'on avait vu dans le chapitre concernant les satellites, si vous vous rappelez. Donc, ensuite, l'émetteur va comparer la trame qu'il a envoyée avec la trame qu'il a reçue. Donc, si les deux trames sont différentes, donc il conclut qu'il y a une erreur, donc il retransmet la trame qui a été entachée d'erreur. Alors, la méthode, elle est efficace. Elle est presque efficace à 100%. Pourquoi? Parce que la probabilité que l'erreur touche le même bit, c'est-à-dire à l'aller et au retour, elle est quasi nulle. C'est-à-dire que le seul cas où vous ne pouvez pas détecter l'erreur, c'est le même bit, il est transformé en 0 lorsque vous l'envoyez vers le récepteur, ou sur le retour, donc le bit il est encore inversé, ce qui permet à l'émetteur de ne pas détecter l'erreur. Ça, c'est quasi impossible. C'est-à-dire déjà que l'erreur, on a l'erreur, alors si elle devait encore toucher le même bit, c'est quasi nul. Le problème, c'est que c'est aussi une méthode qui est assez coûteuse, c'est-à-dire parce qu'il faut attendre le retour de toute la trame pour pouvoir envoyer la prochaine. Donc, elle est moins coûteuse que celle par répétition, mais ça reste une méthode qui ralentit la transmission. Alors là, on a un exemple. Hein. Alors, cette méthode reste utilisée dans certains cas, notamment tout ce qui concerne donc, le mode commande, lorsque vous faites le mode commande à distance, et notamment aussi pour le clavier. Donc, lorsque vous interrogez un serveur à distance, donc, lorsque vous tapez votre clavier, sur votre clavier, donc le caractère ne s'affiche chez vous que lorsque il a été reçu correctement par le destinataire. Si vous travaillez au mode commande à distance, maintenant je tape la lettre T. Donc, la lettre T doit aller vers le destinataire et le destinataire me renvoie l'écho. Désolé. Donc, il me renvoie l'écho vers le T. Et donc, le T index ne s'affiche à l'écran que si réellement l'écho m'est revenu. Sinon, il ne s'affiche pas. Donc, quelque part, c'est une preuve que le caractère est bien arrivé vers le destinataire. C'est comme aussi dans certaines applications de chat. Hein. C'est-à-dire, lorsque vous chattez, vous tapez, par exemple, les mots ou les caractères. Donc, ces mots et ces caractères ne s'affichent chez vous que lorsque elles arrivent vers le destinataire. Donc, vous avez un écho qui vous revient et c'est une fois que vous recevez l'écho que le message et les caractères s'affichent à votre niveau, au niveau de votre interface de chat. Alors, dans cet exemple, on a le T, donc l'utilisateur tape un T, donc le T est confirmé, il est renvoyé, donc c'est bon. Donc là, je compare, il n'y a pas d'erreur. J'envoie un R, il est bien reçu. L'écho tau revient aussi intact, donc c'est bon. Ensuite, je tape un A qui arrive sans erreur, mais le retour tau, c'est-à-dire lorsque le récepteur le renvoie, le code ASCII est erroné, il est entaché d'erreur, donc il se transforme en caractère $. Donc là, je compare, c'est différent. Donc j'envoie un signal d'erreur. Donc le récepteur élimine donc, le dernier caractère, le A. Et là, je retransmets le A, qui est cette fois-ci bien reçu. En tout cas, l'écho tau revient sans erreur. Ensuite, je tape un N, qui est aussi le code ASCII tau, il est modifié, donc il se transforme en un autre caractère. Donc, au retour,
Donc, lorsque je vais comparer avec l'écho, je détecte l'erreur. Donc, là, je retransmets le N, qui cette fois-ci est bien reçu, ainsi que l'écho d'hello. Et je continue. Donc, le dernier caractère aussi, il est reçu sans erreur. OK? Donc, ça, c'est ce qui est utilisé, qui a été longtemps utilisé, qui reste utilisé dans certains protocoles, notamment en mode terminal, c'est-à-dire lorsque vous travaillez en mode commande, c'est-à-dire en tapant des caractères. Donc, c'est le principe qui permet de détecter est-ce qu'il y a des erreurs dans les caractères que vous tapez ou non. Bon, ce sont des méthodes anciennes, c'est-à-dire qu'elles ont été, elles n'ont pas montré d'efficacité avec le temps. C'est-à-dire que quand on était dans les années 70-80, le type de données qui était envoyé, c'était particulièrement du texte. OK. Mais avec l'avènement de l'environnement graphique, du système d'exploitation Windows, des données aussi binaires, hein, c'est-à-dire quelle que soit la forme de la donnée, ça pouvait être de l'image, de la vidéo, etc. Donc, il fallait trouver d'autres méthodes de détection et de correction. Dans ce cas-là, donc, on a inventé, implémenté une autre approche qui est l'approche par acquittement. Donc, le principe de l'acquittement, c'est que je vais calculer de la redondance. Une donnée, la donnée de la trame, qui est sur k bits, qui a une certaine longueur. À partir de ces k bits, je vais calculer, en utilisant une certaine méthode, de la redondance, c'est-à-dire de la donnée artificielle supplémentaire que je vais joindre à la trame. Donc, cette donnée-là, elle va occuper de l'espace. On va dire sur R position, R bits. Donc, la taille de la trame, ça va être K plus R, qu'on va noter N. OK. Donc, le code qui va permettre de générer de la redondance, on va le noter un code CNK. Parce que pour N bits, vous avez K bits d'informations utiles et R bits d'informations de redondance, ou bien on appelle aussi de contrôle. OK? Donc, le récepteur, donc, il calcule cette redondance à l'émission et à l'arrivée, j'ai dit le récepteur, l'émetteur, pardon, l'émetteur donc, calcule cette redondance à l'émission et le récepteur, à l'arrivée, va refaire la même chose. C'est-à-dire, il calcule en utilisant le même procédé qui a été fait par l'émetteur. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, on devrait trouver la même redondance. S'il y a des erreurs, forcément, les deux trames seraient différentes. Alors, je voudrais par contre mettre une remarque, c'est que ce n'est pas toutes les erreurs qui sont détectables. Tout dépend de la quantité de redondance que vous mettez ici. On le verra par la suite. C'est-à-dire, plus vous mettez de la redondance, plus vous allez être capable de détecter un maximum d'erreurs. OK? Et on va voir des exemples qui vont montrer justement ces cas-là. Alors, tout à l'heure, j'avais parlé. Monsieur, Oui. la redondance, كيفاش تتجينيرو؟ Ah, ça, c'est avec des méthodes. On verra par la suite. Tu prends maintenant qu'elle est générée, qu'elle est calculée avec des approches. On verra par la suite une ou deux approches. En tout cas, on verra l'approche qui est la plus utilisée dans le réseau. D'accord? Il y a toute une partie sur les méthodes qui sont utilisées. Pour le moment, on prend simplement en compte qu'elle est calculée au France. D'accord. Alors, j'avais dit tout à l'heure que donc, les codes qu'on va implémenter peuvent être des codes détecteurs, error detecting codes, ou là, des codes correcteurs, c'est-à-dire qu'ils ont la faculté de corriger. Si vous voulez détecter, vous allez être amené à mettre très peu de redondance en fonction du niveau d'erreur que vous voulez détecter. Si vous voulez corriger, vous serez amené à mettre 10 fois, voire plus, de redondance. C'est-à-dire que le niveau de protection que vous voulez donner à votre code dépend de la quantité d'informations que vous allez mettre dans la redondance, que vous allez calculer ici.
Donc, ça a un coût, c'est-à-dire que la protection a un coût. Donc, tout dépend de ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire, est-ce que l'application nécessite réellement un code correcteur ou non. Alors, je vous donne un exemple, c'est que dans certains types d'applications, on va peut-être amener à corriger. Ce sont les applications qui m'a ce qu'on est en train de faire maintenant, qui m'a la visioconférence, ou bien les applications critiques où le temps il est plus important que l'erreur. C'est-à-dire que j'ai besoin d'acheminer la voix et la vidéo le plus tôt possible sans qu'il y ait de coupure, sans qu'il y ait de retard. Dans ce type d'application, je ne peux pas me permettre de retransmettre. C'est-à-dire, s'il y a une trame qui est entachée d'erreur, je ne peux pas dire, ah tiens, je vais demander à l'émetteur de me remettre à la place. C'est-à-dire que je suis obligé de couper le flux vidéo, là, le flux audio. Donc, j'ai deux choix. Soit je subis l'erreur, c'est-à-dire qu'il y aura une dégradation de la voix ou une dégradation de l'image momentanément. C'est ce qui arrive notamment lorsque vous suivez certaines visioconférences. Donc, des fois, il y a le son qui disparaît. Ou là, lorsque vous regardez un film, par exemple par satellite, dans ce cas-là, lorsqu'il fait mauvais temps, il y a l'image qui disparaît. Donc là, c'est un choix. Ou bien, si réellement j'ai envie de sécuriser ou la fiabiliser la transmission, c'est d'implémenter des codes correcteurs. C'est-à-dire l'émetteur devrait être capable de corriger éventuellement les erreurs lorsqu'il reçoit les trames à la fin, c'est-à-dire le destinataire au bout de la chaîne. OK. Dans ce cas-là, je ne vais pas retransmettre, je vais moi-même corriger pour minimiser justement la latence, c'est-à-dire le temps que va mettre justement la donnée pour être envoyée vers l'application. Donc ça, c'est un type d'application que je peux implémenter des codes correcteurs. Oui. Sur la redondance, c'est le nombre de bits qu'on va ajouter pour la trame. Voilà, c'est ça, oui. C'est ce que j'ai mis ici en grisé. Hein. C'est-à-dire, c'est une Donc, donnée artificielle que vous calculez, que vous rajoutez. Elle ne sert qu'à protéger. C'est-à-dire, c'est qu'à l'arrivée, vous allez la recalculer. Et normalement, s'il n'y a pas de bits qui ont été, beaucoup de bits qui ont été modifiés, vous ne devrez pas retomber sur la même trame que vous avez reçue. OK. Maintenant, si vous refaites avec le même procédé de calcul, normalement, vous ne retombez pas. En tout cas, oui, on peut retomber sur, mais c'est un cas rare. Donc, on expliquera ça par la suite. Donc, ça permet de protéger, en tout cas de détecter les erreurs. Éventuellement corriger si j'ai beaucoup de redondance. Donc, c'est pour ça qu'on va favoriser dans la majorité des transmissions des codes détecteurs, parce que les codes détecteurs vont avoir un coût largement inférieur par rapport au code correcteur en termes de la taille de la redondance. Et je n'ai pas forcément affaire à des transmissions urgentes, temps réel. Les applications de temps réel sont rares. C'est la visioconférence, c'est la voix IP, de façon spécifique. Sinon, le reste, je peux me permettre de retransmettre. Je n'ai pas une urgence. Lorsque vous faites une transmission de fichiers ou le téléchargement de fichiers, si vous avez une trame qui contient des heures, vous pouvez la retransmettre. Idem pour lorsque vous faites de la navigation web. Donc, il n'y a pas d'urgence pour la transmission des données. Alors, maintenant, lorsque l'erreur elle est constatée, je l'ai détectée, je ne peux pas la corriger. Donc, il faut demander à l'émetteur de retransmettre. Comment lui demander? En lui envoyant une trame spécifique, une trame de service qu'on appelle la CK. Donc, la trame ne contient pas de données, elle contient simplement une information qui permet de dire à l'émetteur de retransmettre. Donc, elle peut être positive comme elle peut être négative. C'est-à-dire que s'il est positif, la CK, c'est pour dire que la trame a été correctement reçue. Si elle est négative, c'est pour dire que la trame a été mal reçue. On va voir justement deux scénarios pour expliciter justement ces cas d'utilisation de la CK. Autre chose, c'est que les trames doivent porter un numéro, c'est-à-dire chaque trame. Si vous envoyez un ACK par trame, vous avez besoin simplement d'utiliser un bit de séquencement, c'est-à-dire un bit qui va numéroter la trame. Regardez cet exemple qui est à gauche.
dans ce scénario, une trame qui contient des données, je lui rajoute un numéro qui permet d'identifier. Donc, le numéro pour le moment, il est sur un bit. Donc, la trame, elle porte le numéro 0. OK? Elle est correctement reçue par le récepteur. Le récepteur, il fait quoi? Il envoie donc une trame spéciale qu'on appelle l'ACK. Donc, c'est un ACK positif et il va incrémenter le numéro de séquence. Donc, ça va devenir 1. Pourquoi il incrémente? Parce qu'il informe l'émetteur que la trame de données a été correctement reçue et il lui dit la prochaine trame que j'attends de toi, c'est celle qui va porter le numéro 1. Donc, l'émetteur, il sait que la trame Tao a été correctement reçue. Parce que là, on a incrémenté. J'attends de toi que tu m'envoies la prochaine trame. Elle dit, je l'ai, la trame 0 a été très bien reçue, donc tu n'as pas besoin de la retransmettre. Ensuite, donc l'émetteur, il doit maintenant envoyer la trame portant le numéro 1. Donc, la trame subit une erreur. Donc, elle va arriver ici, je recalcule la redondance, je trouve qu'il y a une erreur, donc je vais l'accuser négativement. Donc, dans l'ACK, je ne vais pas incrémenter le numéro, puisque la trame n'est pas correctement reçue. Donc, je vais informer l'émetteur que le ACK négatif et la trame que j'attends de toi, c'est la trame numéro 1, qui n'est pas correctement reçue. Donc, Hada, lorsqu'il va recevoir cet ACK, il va se rendre compte que la trame dialogue 1 n'a pas été reçue, correctement reçue, donc il va la retransmettre de nouveau. Donc, c'est la même trame, en espérant que cette fois-ci, elle va arriver sans erreur. C'est le cas. Donc, je vais l'accuser avec un accusé positif et je vais incrémenter le numéro de séquence à 0. Et là, ça permet de dire à l'émetteur que la prochaine trame que tu dois m'envoyer, c'est celle qui porte le numéro 0. Celle qui portait le numéro 1 a été correctement reçue. Est-ce que le premier scénario est clair? مسيو Oui. هذاك النيميرو اللي قدام لاسيكا ماشي قلت يكومبورتي نيميرو دوني. Là, la HDS, ce n'est pas la redondance, hein. C'est une autre information supplémentaire qui permet de numéroter la trame, c'est tout. C'est-à-dire donner un numéro à la trame, un identifiant. مسيو Je vais l'accuser, quelle trame j'attends de toi. Ce n'est pas la redondance. La redondance peut être bien chenée. داك Ce n'est pas la redondance. Hein. C'est un numéro que tu vas mettre dans l'entête. C'est-à-dire, en plus des adresses, etc., il y a ce qu'on appelle le numéro de séquence. C'est un numéro qui est rajouté pour identifier la trame. مسيو لتحت كامل ماشي اسي نو اسيكا 2. Là, c'est un bit. Hein, tu travailles en binaire. Donc, là, ça veut dire que quand tu utilises un bit, c'est-à-dire que tu peux envoyer qu'une seule trame à la fois avant de l'accuser. Si tu utilises plus d'un bit, tu peux envoyer plus d'une seule trame. Donc, on le verra par la suite. Je n'ai pas envie de داكور sauter les étapes. Hein. Un numéro de séquence, il te permet d'identifier la trame dans la séquence. Parce que je peux envoyer plusieurs trames avant et d'envoyer ce qu'on appelle un ACK groupé. Dans ce cas-là, effectivement, le numéro HDA, il peut avoir un intervalle plus large, c'est-à-dire jusqu'à 8, 16, etc. Ok, tu peux envoyer 8 trames de suite ou la 16. Mais il faudrait que chaque trame ait un numéro différent. Donc, quand tu vas l'accuser, tu accuses par rapport à la dernière trame qui a été correctement reçue. Bon, je ne vais pas parler de ça, oubliez, parce qu'on va sauter les étapes. Donc, ça, les HDI permet d'identifier la trame qui a été reçue. C'est simplement un numéro. Alors, deuxième scénario, c'est un cas aussi qui peut arriver, qui doit être traité par le protocole de liaison. C'est la perte des messages. Donc, les messages peuvent être perdus, c'est-à-dire vous envoyez une trame et elle ne parvient pas. Alors, pourquoi elle ne parvient pas? Un petit exemple. Prenez la trame, quand on avait parlé de la transmission synchrone. Prenez la trame, elle est encadrée de drapeaux, de fanions, c'est-à-dire c'est des caractères spécifiques qui permettent de dire le début, de notifier le début de la trame et la fin de la trame. Les caractères ont une configuration binaire spécifique. Si l'erreur touche
le fanion, je suis incapable de détecter la trame. Maintenant, la trame, elle est complètement perdue. Maintenant, le récepteur est incapable de dire, voilà, c'est le début de trame. Donc, pour lui, il n'y a rien. Dans ce cas-là, comment voulez-vous que le récepteur accuse réception de quelque chose, ce qui n'a rien reçu? C'est comme lorsque vous envoyez un email à quelqu'un, ou avec la personne n'a rien reçu. هذا certainement تقول هذا ما رجعليش voilà donc كي تلقى به تقول له لا ما رجعليش يقول لك je n'ai rien reçu de ta part donc comment veux-tu que je te réponde? Donc qu'est-ce que vous faites en général? D'ailleurs, quand on envoie un email, on ne reçoit pas de réponse au bout d'un certain temps, 2-3 jours, on s'inquiète. Vous allez faire quoi? Vous allez renvoyer l'email par sécurité. C'est ce qu'on fait au niveau du protocole de liaison. Mais il faut savoir à quel moment je retransmets. C'est-à-dire que si j'envoie une trame et je ne reçois pas d'ACK au bout d'un certain temps, soit un ACK négatif ou positif, je vais m'inquiéter. Et je vais, au bout d'un certain temps, certain time out, je dois retransmettre ma trame, la même, en supposant que cette trame-là a été perdue. Alors, toute la problématique, c'est comment évaluer le temps d'attente. Parce que si vous l'évaluez mal, c'est-à-dire si vous considérez une valeur très petite, vous risquez de recevoir le ACK en retard. Si vous l'évaluez très lent, c'est-à-dire que vous allez trop attendre avant d'envoyer, vous allez retarder la transmission des prochaines trames. Parce que le temporisateur, pendant la durée du temporisateur, vous ne devrez pas envoyer d'autres trames. Vous devez attendre justement la retransmission de cette trame-là avant de envoyer éventuellement la suite des trames. Donc, vous allez retarder la transmission des données qui suivent. Donc, ça a son importance, le fait d'évaluer correctement la valeur de ce temps-là, de ce temps de ce temporisateur. Alors, le temps qui est estimé, il prend en compte, en fin de compte, un aller-retour, ce qu'on appelle un RTT, c'est-à-dire c'est le temps que va mettre une trame moyenne pour aller de l'émetteur vers le récepteur, qu'elle soit traitée et pour qu'elle revienne vers l'émetteur. Donc, c'est le temps qu'on appelle le RTT. C'est un temps d'un aller-retour qu'on va estimer et c'est ce qui va permettre justement de marquer le time-out à observer à chaque fois que j'envoie une trame. À chaque fois que j'envoie une trame, je déclenche le temporisateur. Au bout de ce temps-là, si je n'ai pas reçu d'ACK, je retransmets ma trame. Alors, ça ne pose pas de problème parce que je peux avoir, par exemple, dans certains cas, que le récepteur était surchargé et qu'il a mis du temps à m'envoyer l'ACK. Ou l'ACK arrive juste après. Maintenant, j'ai renvoyé ou j'ai eu l'ACK qui est venu après. Ça ne pose pas de problème parce que j'ai le numéro de séquence. Maintenant, même si au niveau du récepteur, j'aurai deux trames qui ont le même numéro qui arrive, maintenant, elle a été correctement reçue, donc elle n'a pas été perdue. Et j'ai une autre copie de cette trame qui est reçue. Donc, en comparant le numéro de séquence, je sais que c'est un doublant. C'est-à-dire c'est cette trame-là qui a été répétée 2 fois. Donc, je vais éliminer la deuxième copie, puisque la première a été correctement reçue. D'accord? Est-ce que c'est clair par rapport à cette histoire de temporisateur? Monsieur, Oui. le temps pour retransmettre la donnée, ça dépend de l'émetteur et du récepteur. Vous savez, c'est comme lorsque vous faites un ping. Vous avez fait un ping en TP. Vous avez fait des pings. En séance de TP, est-ce que vous a montré comment faire des pings? Est-ce que vous savez c'est quoi un ping déjà? Non? Allô? Oui, monsieur Dana. Alors, lorsque vous pingez une station, c'est vous envoyez une trame qui va vers l'autre station. Il y a un retour. Qui a le retour, le message avec le ping? Avec le temps qu'a mis le ping pour faire un aller-retour. Donc, ça permet de dire que la machine que je suis en train de pinguer existe, c'est-à-dire qu'elle répond, la carte réseau répond, et ça permet aussi d'estimer le temps d'un aller-retour. Donc, lorsque vous faites une transmission, le temps le RTT, il est
évaluer, c'est-à-dire quand deux machines sont reliées par un protocole de liaison, il y a des tests au départ qui sont faits. D'ailleurs, à chaque fois, je le remets en cause. C'est-à-dire c'est des statistiques qui sont mesurées. Quand j'envoie une trame, je reçois la CK, donc ça me permet d'adapter le temps que je marque. Il peut être dynamique, hein, peut être fixe comme il peut être dynamique, c'est-à-dire qu'il peut varier de valeur en fonction justement de ce que j'ai constaté tout au long de la communication. Parce que je suis tout le temps en train d'échanger des données, une donnée, je reçois son ACK. Donc, je peux mesurer le temps qu'a mis l'ACK pour me revenir. OK? Donc, s'il met plus de temps, je peux augmenter le temps de le temporisateur. Je ne sais pas si je réponds à ta question. OK, c'est bon? OK, là, on va... oui, une autre question? OK, on avance alors. Donc, là, on va attaquer justement les méthodes qui permettent justement de détecter, voire de corriger, mais on va les voir de manière théorique d'abord. C'est-à-dire, on va parler du principe théorique de manière générale. Alors, on va d'abord se mettre d'accord sur les opérations binaires. OK, bien que ça paraît évident pour vous, mais on va les confirmer. Donc, la somme modulo 2, voilà ce que j'obtiens comme résultat. C'est-à-dire que 0 plus 0, ça me donne 0, 0 plus 1, ça me donne 1, 1 plus 0, ça me donne 0, 1 plus 0, ça me donne 1, et 1 plus 1, ça me donne 0. Et ça, c'est la multiplication qui est aussi évidente pour vous. Définissons 1. Alors, on appelle un code de longueur n, code noté CNK, tel que n est la taille du code et k est la taille de l'information utile. Un ensemble C de séquences de n bits, mots distincts construits sur l'ensemble 0,1, parce qu'on travaille en binaire. Une séquence de n bits est dite un mot de code. Un mot de code de n bits n'appartenant pas à C sera dit invalide. Un code CNK contient 2 puissance k mots de code valides. Alors, on va expliciter ces notions. Lorsque vous voulez protéger une information utile dans une trame, il y a k bits d'information utile, auquel je rajoute R bits d'information de redondance. Donc, K plus R, ça me donne N, c'est-à-dire N, ça devrait être la taille de la trame. OK? Qu'est-ce que vous allez calculer? Vous calculez de la redondance à partir de l'information utile. Donc, ce n'est pas toutes les combinaisons possibles sur N bits qui vont constituer les différents mots que vous pouvez avoir dans votre code. C'est toutes les combinaisons sur k bits possibles, plus une redondance qui a été calculée selon la méthode que vous avez utilisée. Donc, le nombre de mots valides que je vais trouver dans mon code, c'est 2 puissance k. Donc, ça dépend de l'information utile. C'est celle-là que je vais utiliser pour calculer la redondance. Donc, c'est quoi un mot valide? C'est un mot qui n'est pas entaché d'erreur. C'est-à-dire c'est une configuration binaire sur k bits plus sa redondance qui a été calculée. Donc, c'est ça ce qu'on appelle un mot valide. Toute combinaison qui n'appartient pas à mon code est appelée un mot invalide. Exemple, on suppose un code CK2, c'est-à-dire pour 2 bits d'information utile, il rajoute 2 bits d'information de redondance. Donc, le tout est sur 4 bits. Ce qui est en rouge ici, c'est la redondance dialectique. C'est ce que j'ai rajouté en utilisant une méthode. La méthode ne m'intéresse pas pour le moment. Je considère que j'ai obtenu cette redondance. Donc, pour 0, 0, il m'a calculé un 0 de redondance. Pour 1, 0, il m'a calculé 0, 0. Pour 0, 1, il m'a calculé un 1. Pour 1, 1, il m'a calculé un 0. Donc, le code TI, il contient 2 puissance k, c'est-à-dire 2 puissance 2, c'est-à-dire 4 mots. OK? L'ensemble des mots que j'ai énumérés vont être qualifiés de mots valides parce qu'ils appartiennent au code. Si je prends la combinaison suivante 1, 0, 0, 1, elle n'appartient pas à l'ensemble. Donc, elle va être appelée code invalide.
C'est-à-dire ce n'est pas une combinaison plausible ou possible dans mon code. Dans mon code, je ne peux pas avoir un 0, 0, 1. Quand je veux envoyer un 0, je lui rajoute 0, 0. Je ne lui rajoute pas 0, 1. Donc ça, c'est une combinaison qui est impossible. Donc c'est un mot invalide. Est-ce que c'est clair? OK. Donc si c'est bon. Oui, monsieur. Alors, monsieur هكا يكون عندك 2 puissance 1 mot. 2 puissance k, j'ai dit 2 puissance k, puisqu'il fallait que tu protèges les k bits. Tu ne protèges pas. Qu'est-ce que la redondance, tu la calcules à partir des k bits. C'est-à-dire, tu prends toutes les combinaisons sur k bits et tu leur ajoutes la redondance. Donc, tu auras 2 puissance k mots. Donc, on a k égale à 2 2. puissance k mot de code valide. Valide, oui. Et le reste est invalide. De code valide et invalide, c'est 2 puissance 1. Non, c'est 2 puissance m moins 2 puissance k. C'est le reste. Non, valide et invalide. Oui, valide, c'est 2 puissance k. Invalide, c'est 2 puissance n moins 2 puissance k. C'est le reste. Le reste est beau. Oui. C'est C'est le reste, c'est-à-dire le complément. C'est-à-dire toutes les combinaisons possibles sur 4 bits, c'est 2 puissance n. Parmi lesquelles il y a des combinaisons valides et le reste est invalide. le 1. أيوة. Alors, j'ai dit tout à l'heure que les codes détecteurs ne détectaient pas toutes les erreurs. Ils permettent de détecter un sous-ensemble d'erreurs. Donc, ça dépend de la redondance. C'est-à-dire que plus la redondance elle est importante, plus j'augmente le niveau de détection, plus je peux peut-être être capable de corriger. On va le voir à travers un exemple. Supposons que l'émetteur et le récepteur n'ont pas la méthode qui permet de calculer donc la redondance. Alors, comment je vais implémenter les codes? Je leur donne les mots valides, c'est tout. C'est-à-dire que si je ne connais pas la méthode, il suffit de connaître les mots. Bon, dans la réalité, on n'a pas la liste des mots. On a la méthode qui permet de calculer. Mais si je n'ai pas la méthode, au moins, tenez les mots valides. Donc, on suppose que les cartes réseau ont la liste de tous les mots valides. Donc, lorsqu'elle veut envoyer 0, 0, elle va regarder la liste à pour envoyer 0, 0, je dois envoyer 0, 0, 1, 0. Si je dois envoyer 1, 0, en fin de compte, j'envoie 1, 0, 0, 0. Voilà, c'est ça le principe. À l'arrivée, donc, que fait le récepteur? Il regarde est-ce que la séquence qu'il a reçue appartient à la liste des mots valides. C'est-à-dire, si le mot appartient à la liste des mots valides, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Si le mot n'appartient pas à cette liste, c'est-à-dire qu'il y a une erreur. Donc ça, c'est la façon la plus simple, j'allais dire, d'implémenter, si je ne connais pas la méthode de calcul. Donc, on suppose le code, et là, on vous dit à l'émission, on veut transmettre 0, 0. Donc, si je transmets 0, 0, quel mot va envoyer l'émetteur? Il va envoyer, par rapport à ce qui est donné dans la liste, il va envoyer la séquence 0, 0, 1, 0. On est d'accord? Donc, il envoie ce mot-là. C'est celui qui correspond à l'information utile 0, 0. Donc, premier scénario, il y a une erreur qui s'est glissée dans cette séquence. C'est-à-dire que le 0, 0, 1, 0 s'est transformé en 0, 0, 0, 0. Maintenant, le troisième bit, le 1, a été inversé. Donc, c'est une erreur simple. OK? Deuxième scénario, c'est une erreur double. Maintenant, c'est 2 bits qui ont été modifiés. C'est les 2 premiers bits. C'est-à-dire le 0, 0, 1 s'est transformé en 1, 1. À l'arrivée, le récepteur est censé faire quoi? Il est censé vérifier est-ce que les mots appartiennent à la liste. Donc, dans le premier cas, il prend la séquence et il regarde est-ce qu'elle appartient à la liste des mots valides. Est-ce que c'est le cas? Non. Et donc, Erreur. il va détecter l'erreur. C'est-à-dire pour lui, il y a une erreur simple. Donc, il va demander à retransmettre. Dans le second cas, là, c'est une erreur double. Il va prendre le mot et il va vérifier ce qu'il existe dans la liste.
C'est le cas. Oui, il existe. C'est le quatrième mot. Donc là, je ne peux pas détecter l'erreur. Pourquoi? Parce que l'erreur a fait en sorte qu'un mot valide se transforme en un autre mot valide. C'est ce qu'on appelle les erreurs non détectables. Donc, pour pouvoir corriger aussi les erreurs doubles, il faut rajouter plus de redondance, c'est-à-dire calculer plus de bits de redondance et faire en sorte que les mots soient différents encore plus. Sinon, je ne peux pas calculer les erreurs doubles. Et éventuellement les erreurs triples, les erreurs quadruples. Plus vous rajoutez de la redondance, plus vous allez différencier les séquences binaires et plus vous serez capable justement de détecter plus d'erreurs. Donc là, à travers cet exemple, on voit que le code HADAYA ne permet en fin de compte que de détecter les erreurs simples. Je ne parle même pas de correction, je parle simplement de détection. D'accord? Monsieur, Oui. est-ce que c'est plus facile de détecter l'erreur quand l'erreur est dans le côté de la redondance ou juste... C'est est-ce que... indifférent. C'est indifférent. Oui, Parce que là, ça n'a pas. Maintenant, la position de l'erreur est indifférente. Quand on dit erreur simple, c'est un bit qui est erroné, quelle que soit la position dans le mot. Quand on dit erreur double, c'est deux bits qui sont erronés, quelle que soit leur position dans la configuration. Donc, il n'y a pas j'allais dire, d'avantage à pouvoir corriger ou à pouvoir détecter les erreurs de redondance. D'ailleurs, les erreurs de redondance, à la rigueur, je n'ai pas besoin de les corriger puisque je les ai rajoutées pour protéger. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir détecter les erreurs qui touchent, mais je ne peux pas localiser. Enfin, si le code est correcteur, je peux localiser. Là, on parle simplement de détection. Donc, je ne peux pas savoir où est l'erreur. Je peux simplement dire qu'il y a une erreur. C'est tout. J'ai dit, quand je ne trouve pas dans la liste, c'est dire simplement qu'il y a une erreur. Mais je ne peux pas savoir c'était quoi le 000 avant. Je suis incapable de le dire. Avec cet exemple-là, je suis incapable de dire que le 000 était en fin de compte à l'émission 0010. Parce que je ne peux pas localiser l'erreur. Donc, la redondance que j'ai rajoutée ici, elle me permet simplement de détecter une erreur simple, c'est-à-dire un bit qui va être modifié sur la séquence de 4. C'est déjà beaucoup pour 4 bits. Donc, parce que la probabilité qu'il y ait plus de 2 bits sur cette séquence est très faible. D'accord? Mais si, par exemple, il y a 2 bits qui sont erronés, là, je suis incapable de les détecter. Est-ce que c'est clair? OK, j'avance alors. Bon, maintenant, dans le concret, c'est qu'il faudrait quand même que je sache quel type de code je vais installer. C'est-à-dire que est-ce que je vais implémenter un code qui détecte les erreurs simples, doubles, comment le savoir? Est-ce que mon code détecte, par exemple, toutes les erreurs pointues? Donc, il me faut un mécanisme théorique qui me donne la puissance de mon code. C'est ce qu'on va voir maintenant à travers, justement, le théorème qui suit. Donc, on va introduire d'abord ce qu'on appelle la distance de Hamming. Alors, c'est quoi la distance de Hamming? C'est la comparaison entre deux mots, c'est tout. C'est-à-dire que vous prenez deux mots et vous les comparez bit par bit et vous regardez le nombre de bits pour lesquels ils sont différents. D'ailleurs, on a deux séquences. Je compare bit par bit, ou là, je fais la somme. Si vous faites la somme, vous allez avoir 0, 0, 0, 1, 1, 1. Donc, c'est le nombre de bits à 1. Donc, le nombre de bits à 1 vous donne la distance de Hamming. C'est-à-dire que là, les deux séquences diffèrent de 3 bits. C'est comme ça que je vais interpréter la distance de Hamming. C'est le nombre de bits pour lesquels deux séquences sont différentes. C'est clair pour la distance de Hamming? OK. Maintenant, pour le code, quand je prends les deux puissances k mots vers mon code, si je compare tous les mots 2 à 2, je vais obtenir plusieurs distances de Hamming. Pour chaque comparaison, je dis une distance de Hamming. J'appelle la distance de Hamming minimale d'un code la valeur minimale
minimal de toutes les comparaisons 2 à 2 qui ont été faites. Maintenant, je prends tous les mots, je les compare 2 à 2 et en bas, je vais rechercher quelle est la valeur minimale parmi toutes les distances que j'ai calculées. Ça va être la distance de Hamid minimale. Revenons à notre exemple de tout à l'heure. Donc, Hamid les mots. Je vais les comparer 2 à 2. Donc, je vais comparer le premier mot avec le deuxième. Donc, il diffère de 2 bits. Donc, distance de Hamid est égale à 2. Entre le premier et le troisième, donc je vais avoir 1, 2 aussi. Entre le premier et le quatrième, je vais avoir 2 aussi. Entre le deuxième et le troisième, je vais avoir 4. Entre le deuxième et le quatrième, je vais avoir 2. Et enfin, entre le troisième et le quatrième, je vais avoir 1, 2 plutôt. Donc, par rapport à toutes ces comparaisons, la valeur minimale que j'ai trouvée, c'est 2. C'est-à-dire dH min est égal à 2. Alors, comment je vais lire cette notion? C'est, quels que soient deux mots de mon code, ils diffèrent d'au moins 2 bits. Maintenant, quels que soient les deux mots que vous prenez de votre code réel, vous avez au moins 2 bits qui sont différents. C'est comme ça que j'interprète la distance de la ligne minimale d'un code. Est-ce que c'est clair? Est-ce que cette notion de distance de la ligne minimale est claire? Oui, monsieur. Ok. Oui, monsieur. Alors, vous allez me dire, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert dans le théorème que je vais vous donner maintenant, qui vous dit soit un code CNK, tel que si la distance de la ligne minimale a été calculée, alors si cette valeur, elle est impaire, c'est-à-dire qu'elle va s'écrire 2D plus 1, c'est un nombre impair. Alors, votre code peut détecter jusqu'à 2D erreurs et peut corriger jusqu'à D erreurs. Si la valeur est une valeur paire, alors votre code peut détecter jusqu'à 2D-1 erreurs et corriger jusqu'à D-1. Bon, on remplace. Si vous prenez dH min est égal à 2, comme tout à l'heure, pour notre cas. Donc, 2 est une valeur paire. Donc, je me retrouve dans le deuxième cas. Donc, 2 s'écrit sous forme de fois 1. Donc, D, petit d, est égal à 1. Donc, la détection est égale à 2 moins 1, c'est-à-dire une erreur simple. C'est ce qu'on avait constaté tout à l'heure, parce qu'il ne détectait pas les erreurs doubles. Donc, si la distance de la ligne est égale à 2, je ne peux détecter qu'une erreur simple. Et la correction est d'ordre 1 moins 1, 0. Donc, je ne peux corriger aucune erreur. Pour pouvoir corriger une erreur, il faudrait que la distance de la ligne minimale soit égale à 3. Et là, je retombe dans le premier cas. Donc, la détection est d'ordre 2D, c'est-à-dire 2. Le maximum d'erreurs que je peux détecter, c'est les erreurs doubles. Et le maximum d'erreurs que je peux corriger, c'est D, c'est-à-dire 1. Si j'ai envie de corriger 2 erreurs, il faut que la DH min soit égale à 5. OK? Parce que vous remplacez ici 5. Donc, vous pouvez corriger jusqu'à 4 erreurs et corriger jusqu'à 2. Pour faire en sorte que la DH min augmente, il faut faire en sorte que le nombre de bits que vous avez soit le différent. Maintenant, augmenter la redondance. C'est ça qui va permettre de différencier les mots entre eux. La BA, c'est un coup. C'est-à-dire que pour faire en sorte que deux mots soient différents, il faut que vous rajoutez beaucoup de redondance. Que la redondance va faire en sorte que le mot soit différent avec le deuxième, de minimum 3 si j'ai envie de corriger, une erreur, et éventuellement de 5 si j'ai envie de corriger les erreurs 2. Donc, l'exemple de tout à l'heure, prenons des h min égale à 2, donc si j'applique, donc il permet simplement de détecter une erreur simple et de corriger 0 erreur. Donc, il ne permet pas de corriger ce code-là. Si je prends un autre exemple, un DNA, le cas. Pour un bit d'information utile, il rajoute
3 bits d'information de contrôle. Maintenant, quand j'envoie 0, j'envoie 4 0, en fin de compte, et quand j'envoie 1, j'envoie 4 1. Donc, c'est un code C4-1. OK? N égale à 4, K égale à 1. Alors, on va prendre des scénarios. Si je calcule la DH1000, ça va être égal à 4. On est d'accord? DH1000 entre ces deux mots, il n'y a que deux. Hein. Donc, vous les comparez, vous trouvez 4. Donc, je retombe sur ce cas-là, à savoir que la détection est d'ordre 3. Et je peux détecter jusqu'à 3 erreurs simples et je peux corriger jusqu'à une erreur. Donc, je peux corriger les erreurs simples. Donc, si je suppose une erreur de transmission simple au niveau du premier bit qui a été inversé. Donc, j'envoie 4 0, je reçois 1000. Donc, à l'arrivée, le récepteur devrait faire comme tout à l'heure, voir est-ce que le 1000 existe dans la liste des mots valides. Alors, la liste des mots valides, il y a deux. Non. Donc, pour moi, c'est une erreur. Ce qui est logique, puisque un je détecte les erreurs simples, hein, d'après la DH1000. Hein. Mais, d'après la DH1000, on me dit que je suis aussi capable de corriger. Et là, c'est une erreur simple. Donc, le récepteur serait capable de la corriger d'après le théorème d'Yalé. À votre avis, comment il va la corriger? La corriger, maintenant, il va me dire que le mot, c'est 4-0 et non pas 4-1. Comment le récepteur est capable de me dire que ça, en fin de compte, c'est 4-0 et non pas 4-1? C'est ça. Alors, votre avis? Monsieur, il a juste inversé le bit اللي كان فيه l'erreur. Erreur simple, c'est tout. Non, mais s'il savait l'erreur, c'est-à-dire qu'il arrive à localiser, mais là, comment il arrive à localiser? Oui, il ne sait pas. Oui, il a reçu Parce ça. qu'on Il a connaît reçu le 1000, il n'a pas reçu 4-0. Donc, la seule information que j'ai reçue, c'est ça. C'est le message erroné. Et j'ai la liste des mots valides. Donc, je sais qu'il n'appartient pas à la liste des mots valides, mais si je suis capable de corriger, c'est de dire en fin de compte que Hadaya, l'origine Tao, c'est 4-0 et non pas 4-1. Pourquoi je suis capable de dire que Hadaya, c'est, je vais vous aider un peu, il est plus proche de 4-0 qu'il n'est de 4-1. باسكو لي 3 بيت هادو اللي زدناهم زدنا un seul bit, ما هضروا زدناش 3 bits, on rajoute. لي 3 0 هادو. Et alors, donc pourquoi Hadaya est plus proche de ça que de celui-là? 3-0, c'est juste. Un bit, Eh? c'est Oui. erroné. Monsieur, Bon, oui. parce que la correction est d'ordre 1. Je suis en train de te corriger un seul bit, ماشي 3. Et alors? Pourquoi je vais dire qu'il est plus proche de ça que de ça? Monsieur, parce que كاين كي 3 تنفرسي. نيميرو كيف كيف. Oui. الوغ Eh, mais je ne peux pas inverser, c'est ça. Je ne connais pas l'erreur. Je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? شو يعاود يحسب لا دي اش مين؟ ما يحسبش لا DH من عنده. Alors, ماشي DH من, il fait quoi? Je suis dans la distance de Hamid, mais il fait quoi? Justement, avec la distance de Hamid, pas la ماشي يعاود يحسب لا DH. Précise, s'il te plaît, ta réponse. شو باسكو كي نجمعو 1 0 0 مع 0 0 نلقاو ان سول ان وكي نجمعوه مع ان نلقاو 3. Bravo, voilà. Donc, je fais la distance de Hamid entre le mot erreur, enfin le mot reçu, avec les mots que j'ai dans ma table. Et je reprends celui qui est le plus proche. C'est-à-dire que Havaya, il est plus proche en termes de distance de 4-0 qu'il ne l'est de 4-1. Pourquoi? Parce qu'une erreur simple, d'après la distance de Hamid minimale, une erreur simple ne va jamais faire en sorte que ce mot se transforme en celui-là. C'est impossible. Parce que Hadoma, ils sont loin
de 4 bits. Donc, Hada ne pourra jamais se transformer en ça si j'ai une erreur simple ou là si j'ai une erreur double. Une erreur double, si. On va le voir d'ailleurs. Mais une erreur simple ne peut jamais transformer ce mot en celui-là. Donc, je suis capable toujours de la corriger parce que l'erreur sera toujours proche de l'un des deux mots. Par contre, si je suppose une erreur double, là, je ne pourrai pas corriger. Un exemple, j'envoie un 1 et je suppose une erreur double. C'est-à-dire que les deux premiers bits ont été modifiés, inversés. Donc, je reçois un 1, 0, 0, 1, 1. Donc, est-ce que je suis capable de détecter l'erreur? Oui. D'ailleurs, d'après le théorème de Hamilton, je peux détecter jusqu'à 3 erreurs. Donc là, c'est une erreur double, elle est détectable. Quand je vérifie, est-ce que le mot hadaya appartient à la liste des mots? Non, il n'appartient pas à la liste des mots, donc c'est un mot invalide. Donc pour moi, c'est une erreur. Est-ce que je peux la corriger? Donc j'applique le même raisonnement qu'on vient de dire. Je vais regarder la distance de Hamming avec les mots de mon code. En faisant la distance de Hamming avec 0, 0, 0, je trouve que c'est égal à 2. Quand je le fais avec 1, 1, 1, 1, je trouve aussi que c'est égal à 2. Donc, je me retrouve dans une situation de non-déterminisme. Je ne peux pas savoir quel est le mot le plus proche. Si j'avais un qui se dégageait, je pourrais corriger. Mais le fait qu'il y ait deux mots qui soient proches du mot que j'ai reçu, donc, ça ne me permet pas de corriger. Parce que je ne sais pas, est-ce que le mot qui a été envoyé, c'était 4.1 ou là, 4.0. Donc, cette erreur double n'est pas corrigible, contrairement à l'erreur simple. Donc, ça confirme ce que m'a dit le théorème de tout à l'heure, à savoir que le code Hadaya, qui a une distance de Hamming est égale à 4, ne permet que de corriger une seule erreur. Si je voulais qu'il corrige les erreurs doubles, il fallait rajouter éventuellement encore de la redondance. Rajouter éventuellement un 0 ici et un 1 ici. Là, j'aurai une distance de Hamming qui est égale à 5 et là, je serai capable de corriger aussi les erreurs doubles, ce qui n'est pas le cas ici. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je peux avancer, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bon, quand on a maintenant considéré un code, on connaît la distance de Hamming, on sait son pouvoir de correction. Donc, il faut l'adapter par rapport à un type de câble et un type de liaison. C'est-à-dire, ne pensez pas que toutes les cartes réseau vont implémenter le même type de code de protection. Ça dépend de l'incidence d'erreur. Vous avez des câbles où la probabilité d'erreur, elle est plus importante. Quand vous considérez, par exemple, les communications radio, qui met le Wi-Fi, le Bluetooth, etc., là, l'incidence d'erreur, ou la probabilité d'erreur, elle est très, très importante par rapport au réseau câblé. Même les réseaux câblés n'ont pas aussi la même incidence d'erreur. C'est-à-dire, vous considérez la fibre optique, l'erreur est quasi rare, elle est quasi nulle. Par contre, si vous considérez l'opérateur SADL qui met le câble téléphonique ou le câble coaxial, l'erreur peut être plus importante. Dans ce cas-là, chaque type de support aura une méthode qui lui est dédiée. Comment je vais trouver la méthode, c'est-à-dire comment je vais considérer la méthode? D'abord, je vais faire des tests. Maintenant, je prends le câble et je le teste. J'envoie énormément de données. Et je regarde à l'arrivée quel est le taux d'erreur. C'est-à-dire sur, par exemple, 1 million de bits qui ont été envoyés, combien de bits ont été correctement reçus et combien de bits ont été erronés. Ce qui va me donner un taux d'erreur. En fonction de ce taux d'erreur, je vais implémenter une méthode qui permet de couvrir la majorité des erreurs qui ont été détectées. Maintenant, si je trouve que, par exemple, sur une trame, à la trame TI, elle fait 1000 octets maximum. Sur 1000 octets, l'incidence d'erreur maximale que j'ai pu constater dans les tests, par exemple avec de la fibre optique, c'est 1 bit. C'est une erreur simple, pas plus. J'ai fait des tests pendant des jours et des jours.
J'ai testé la fibre optique sur différents environnements, bruité, etc. Le maximum, c'est une erreur simple. Donc, je vais implémenter un code avec de la redondance qui me permet simplement de détecter une erreur simple. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Parce que l'incidence d'erreur, tu as une erreur double, est quasi nulle, jamais de la BH. Pourquoi alors rajouter de la redondance qui ne sert à rien? Par contre, si je devais basculer sur, par exemple, le Wi-Fi, là, l'incidence d'erreur va augmenter. Peut-être sur une trame qui fait 1000 octets, vous allez trouver que la configuration d'erreur peut être une erreur pointuple, voire elle peut monter sur 10 bits erronés éventuellement sur une trame de 1000 octets. Donc, vous n'allez pas utiliser la même technique. Vous allez rajouter plus de redondance. Vous allez rajouter une méthode de protection qui vous permet de rajouter assez de redondance pour détecter toutes les erreurs sur 10 bits. Et c'est comme ça qu'on installe les codes. C'est-à-dire que les codes les méthodes qui vont être implémentées sont basées sur des tests qui ont été réalisés dans la pratique pour couvrir toutes les probabilités d'erreurs qui ont été constatées. C'est pour ça que ces codes-là, en fait, sont efficaces quasiment à 100%, parce qu'elles couvrent toute la probabilité d'erreur qui a été constatée sur ce support-là. Si je devais utiliser la méthode sur un autre support, elle ne serait pas efficace. Elle est efficace simplement sur ce type de support, ce type de liaison. Après, on peut faire des tests, c'est-à-dire on va confirmer que réellement le code TI est efficace. Maintenant, une fois que je l'ai implémenté, je refais encore des tests et voir est-ce que j'arrive à détecter toutes les erreurs. C'est-à-dire que j'envoie des trappes sur la ligne et je regarde est-ce que le code TI a détecté toutes les erreurs qui se sont produites. Et là, je devrais retomber sur 100%. L'efficacité du code TI devrait être égale à 100%. Si elle est inférieure à 100%, le code TI n'est pas efficace. Il faudrait que j'implémente un autre code plus efficace. Maintenant, je me suis trompé dès le départ dans mes tests. Parce que le code devrait détecter toutes les erreurs qui se produisent sur une liaison donnée. C'est ce qu'on appelle l'efficacité du code. Sinon, vous allez avoir des trames qui arrivent erronées et pour vous, elles ne sont pas erronées. C'est-à-dire que vous allez détecter qu'elles ont été valides. Parce que le code TACOM que vous avez implémenté dans la carte réseau n'a pas été efficace, n'est pas efficace à 100%, qui n'arrive pas à détecter l'erreur qui s'est produite, comme on l'avait vu tout à l'heure sur certaines séquences, notamment dans le premier exemple. Est-ce que c'est clair? Est-ce que Oui. cette notion est claire? OK. Donc, بس دونك لازم يكون 100% ولا ما كاش. ah oui, parce que c'est grave. Il faut que le code TAC soit efficace à 100%. Quand je dis efficace, il détecte toutes les erreurs qui se produisent. Parce que quand tu vas implémenter ton code, c'est-à-dire qu'il a été choisi de telle façon à corriger toutes les configurations d'erreurs possibles qui se produisent sur ce réseau-là. Si tu as constaté que avec tes tests que tu as fait pendant longtemps, que le maximum d'erreurs qui peut se produire sur un réseau, par exemple Wi-Fi, c'est 10 bits sur une trame de 1000 octets. Donc, tu as implémenté une méthode qui permet de détecter au maximum 10 bits. Donc, il faudrait que dans la réalité, tu donnes une efficacité de 100%. On est d'accord? Sinon, maintenant, tu as mal fait tes tests. Sauf que ta méthode ne permet pas de détecter 10 bits sur 1000 octets, ou là que le test que tu as fait, il y a des cas qui t'ont échappé. Peut-être qu'il y a eu une erreur exceptionnelle Ça peut arriver, hein? C'est-à-dire, ça peut arriver. Je dis 100%, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un cas, une fois tous les 1000 ans, ou là tous les 100 ans, une erreur exceptionnelle où il y a 15 bits qui étaient erronés sur une trame de. Et ça reste un cas exceptionnel qui arrive très rarement dans la vie d'une carte réseau. Peut-être une fois tous les 10 ans ou là, tous les 20 ans de transmission. Mais il faudrait que dans la majorité des cas, on va dire 99,9999 des cas, le code TI il est efficace. Il va toujours me détecter l'erreur. Je ne cherche pas à ce qu'il corrige, mais au moins à ce qu'il me détecte toutes les erreurs possibles sur le réseau que j'ai testé.
Est-ce que c'est clair, cette notion? Voilà, parce que je reviens rapidement, il reste une minute, sur la notion de normalisation. C'est pour ça qu'on a parlé de normalisation, standardisation. Quand on fabrique des choses, on les fabrique en utilisant des procédés de normalisation. Donc, toutes les méthodes ont été normalisées, standardisées par rapport au type de câble, par rapport à des tests qui ont été réalisés, par rapport au type de bruit, etc. Donc, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire, quand on vous dit que la méthode elle est efficace à 100%, c'est qu'il y a énormément de travail qui a été fait en amont. Ah, mais si je me réveille de bon matin et là, tiens, je vais installer cette méthode. Et j'espère qu'elle va fonctionner. Non. C'est-à-dire, les gens qui sont derrière ça ont fait beaucoup de travail pour que ce soit efficace, pour que vous n'ayez pas d'erreur justement. Lorsque vous envoyez un fichier, par exemple, sur le réseau, il arrive dans 100% des cas intact, sans qu'il y ait d'erreur. Ok, donc je termine pour aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, s'il n'y a pas de questions. C'est clair? Ok.